Depuis bientôt 2 ans, une guerre atroce oppose l'une des armées les plus puissantes du monde à quelques milliers de combattants. Il s'agit de l'armée russe face aux indépendantistes tchétchènes. Il y a quelques jours, leur chef, Djokhar Doudaïev, a vraisemblablement été tué lors d'un bombardement de l'aviation de Boris Eltsine. Et il est devenu alors un martyr et un symbole pour son peuple qui ne veut toujours pas rendre les armes et réclame son indépendance. À quelques semaines de l'élection présidentielle russe, Boris Eltsine tente de négocier, mais en vain, avec les Tchétchènes. Le conflit a déjà fait 40 000 morts civiles et dans les rangs des troupes russes, pour la plupart des jeunes soldats très inexpérimentés, on dénombre entre 6 000 et 10 000 morts. Voici les loups de la résistance, un reportage de Philippe Pichon et Xavier Deleu. Officiellement, les soldats russes contrôlent la situation. Nous sommes au cœur de Grozny, la capitale de la Tchétchénie, république autonome de la Fédération de Russie, en rébellion depuis 18 mois. En théorie, ces soldats ont pour mission la restauration de l'ordre du Kremlin. Dans la pratique, ils sont réduits à défendre péniblement les quelques positions qu'ils occupent. Face à eux, les ruines du palais présidentiel et la menace permanente que l'ennemi invisible fait peser. Le dernier massacre eut lieu le 6 mars. C'était une embuscade très bien organisée par les Tchétchènes. Ils s'étaient préparés durant une semaine. Ils avaient stocké des armes dans des caches et avaient installé des postes de tir. Ils avaient même eu le temps d'aménager des meurtrières. Tout était vraiment très bien organisé. Il leur suffisait juste d'attendre le bon moment pour lancer l'attaque. Et vous avez eu beaucoup de pertes dans vos rangs? 8 morts ici dans ce poste. Mais sur l'autre poste à côté, il y a eu 25 morts. En tout, environ une soixantaine de morts, enfin, à ma connaissance. Car il y a peut-être encore des morts dans les décombres. On sait que les Tchétchènes essayent de les récupérer, et je pense, pour les échanger ensuite contre des prisonniers. Mais vos blindés ne sont pas intervenus? Si, bien sûr, mais les Tchétchènes leur tiraient dessus, et on est resté complètement bloqués. On était totalement isolés. L'ex-deuxième armée la plus puissante du monde règne aujourd'hui sur un champ de ruines et militairement n'a presque aucune chance de remporter la victoire. Jusqu'au 21 avril 1996, l'armée russe avait face à elle un homme dont le destin politique a basculé le 6 novembre 1991. Le voilà, celui que vous attendiez tous. Ce jour-là, Djokhar Doudaïev, général des forces aériennes de l'armée rouge, devient président de la République autonome de Tchétchénie. À l'époque, Mikhaïl Gorbatchev vit ses derniers mois au Kremlin. Et pour les Tchétchènes, tous les espoirs sont alors permis. Djokhar Doudaïev, lui, rêve d'indépendance et de souveraineté. D'une main de fer, en quelques mois, il instaure un régime autoritaire. Son objectif est clair, rompre avec le pouvoir de Moscou, l'ennemi de toujours. À cause des Russes, je n'ai pas eu d'enfance. Je ne sais pas ce que c'est que l'enfance. J'étais très jeune quand les Russes ont déporté ma famille en Sibérie, puis dans le nord du Kazakhstan. Là-bas, mon père est mort. Ma mère nous a élevés seuls. J'étais le plus jeune. Il fallait avant tout survivre. Voilà, c'était cela mon enfance. Puis le destin m'a conduit jusqu'ici. Toute ma vie a été guidée par un but, redonner l'indépendance à la Tchétchénie et rendre au peuple tchétchène son gouvernement et sa liberté. Un bon Tchétchène est un Tchétchène libre. Une détermination sans faille. Nous sommes le 20 mars 1996. Conférence de presse improvisée, c'est la dernière que donnera Djokhar Doudaïev.
Une fois de plus, il rappelle que pour lui, la seule issue au conflit, c'est l'indépendance de la Tchétchénie. Une indépendance qu'il ne verra jamais. Un mois plus tard, le 21 avril, l'ours russe a eu raison du loup tchétchène. Localisé par les émissions de son téléphone portable, Djokhar Doudaïev est tué lors d'un bombardement. Aujourd'hui, pour les Tchétchènes, Doudaïev est un martyr. Mais de son vivant, déjà, il était une légende. Nous sommes à 1 heure de route de Grozny. Dans ce village, tous les matins, les femmes se rassemblent pour chanter les louanges de Djokhar Doudaïev. L'auteur des paroles, c'est elle, Malika Boukoulieva, une des passionnariats de la résistance. Avant-guerre, elle était sage-femme. Et comme toutes les femmes du village, elle n'aurait jamais imaginé tenir un jour une arme et encore moins combattre. Jusqu'au jour où l'armée russe est arrivée. Les Russes sont entrés dans la maison. Mes 3 fils aînés étaient chez mes parents. J'étais restée seule avec mon bébé à la maison. Il avait 9 mois, je le portais dans mes bras. Mon mari était au travail. Ils sont rentrés et ont demandé où étaient mes autres enfants. Je leur ai répondu qu'ils étaient quelque part dans la montagne, mais que je ne savais pas où. Puis ils ont demandé si l'enfant que je portais était un garçon ou une fille. Je leur ai dit que c'était un garçon. À l'entrée de la maison, il y avait un soldat armé, un homme de 35 ans environ. Je me souviendrai toujours de son visage. C'est lui qui a tué mon fils. Il a visé le front de mon enfant. Mon bébé n'a pas eu le temps de se rendre compte. 20 minutes après, il était mort et je me suis mise à hurler. Ce jour-là, j'ai décidé de rejoindre la résistance. La résistance, elle est partout. C'est elle qui fait la loi sur 90% du territoire. Le gros des troupes est réfugié dans les montagnes, là où la seule véritable menace vient du ciel. En temps de guerre, les routes sont des points stratégiques importants. Ce sont des voies de communication vitales pour nous. En ce moment, nous effectuons de gros déplacements de troupes. Évidemment, les Russes y prêtent beaucoup d'attention. 2 villages de la région constituent les avant-postes de nos forces sur ce front. Et cette route qui les relie est donc très surveillée par les Russes. C'est pour cette raison qu'elle est dangereuse et que les voitures sont régulièrement bombardées par l'aviation et par l'artillerie russe. Le quartier général de la résistance tchétchène, le voici. Une ferme anonyme dans un petit village de montagne. Depuis 2 mois, Zoura héberge tout l'état-major. Au total, une 30aine d'hommes. Parmi eux, Aslan Masradov, ancien général de l'armée rouge. Aujourd'hui, il est le grand patron de l'armée tchétchène. Et pour avoir cet homme une seule seconde dans leur ligne de mire, les Russes seraient prêts à payer une fortune. L'intendance, c'est Zoura et ses compagnes qui s'en occupent. Ces femmes sont des paysannes de la région. Chaque jour, elles viennent aider Zoura à nourrir les hommes et à laver le linge. Une ambiance presque familiale, malgré la guerre. Tout le monde adore ce petit. J'aime bien quand ils sont tous ensemble à la maison. Mon mari est aussi résistant.
Mais il se bat à un autre endroit. Je pense toujours à lui, et ce que je fais ici, c'est ma manière à moi de participer au combat. L'armée tchétchène commence à peine à se structurer. Les problèmes de l'état-major sont encore d'une grande simplicité. Il faut avant tout encadrer les hommes et leur fournir des armes. Est-ce que tu sais où est Hassan? On l'a envoyé chercher des armes. Tu peux lui dire que je voudrais une mitrailleuse? C'est impossible. On est maintenant obligé de ramener tout ce qu'il y a sur la liste. Sans autorisation, je ne peux vraiment rien te donner. Les vrais combattants comme ces hommes sont en fait peu nombreux. De sources tchétchènes, il ne serait que 2 à 3 000 pour tout le pays, qui compte aujourd'hui 900 000 habitants. Une poignée d'hommes mobiles, tapis dans les montagnes, insaisissables pour les forces russes, qui, du coup, pratiquent la politique de la terreur. La tactique des troupes fédérales russes consiste à mener des opérations militaires contre la population civile et non pas contre les résistants. En tout cas, certainement pas contre nos hommes. Depuis le début de la guerre, il y a eu énormément de victimes chez les civils. La ville de Grozny est aujourd'hui un tas de ruines. Les villes de Goudermès et Argoun sont complètement détruites. Des villages comme Bamout, Orekovo, Sergeniurt, Samashki, Aleroy, et Batchiourt et beaucoup d'autres ont été rayés de la carte du monde. Le général est interrompu. Un avion russe survole la maison. C'est l'alerte générale. Mettez-vous à l'abri, restez pas dehors. La chasse aux avions est presque devenue ici un sport national. Et parfois, avec un simple fusil mitrailleur, les hommes arrivent à abattre les MiG ou les Sukhoi de l'armée russe. Je crois qu'il est parti. Aujourd'hui, l'avion ennemi n'a fait qu'un seul passage. Shamil Bassayev est presque déçu. Doté du grade de général, cet homme n'est pas un soldat ordinaire. C'est lui qui dirige toutes les opérations commando, y compris les fameuses prises d'otages en territoire russe. Allez voir où l'avion a frappé, faites un rapport. Est-ce qu'il y a souvent des alertes comme celle-ci? Oui, assez souvent. 2 à 3 fois par jour, surtout quand la situation est tendue. Là, il s'agissait probablement d'un simple vol de renseignement, car ils n'ont pas lâché leurs bombes. Apparemment, c'était 2 avions de reconnaissance. D'après ce que je sais, ils ont juste mitraillé des voitures sur la route. On va essayer de savoir précisément où et comment. Essaie de le joindre, sinon appelle Ange. Tu as reçu? Vous comprenez, s'attaquer au village, pour eux, c'est plus facile. Quand j'entends les avions, je leur dis « Courez vite les enfants, courez, il y a des avions qui arrivent avec leurs bombes. Vite, courez vite, dépêchez-vous, mettez-vous à l'abri. » Et là, je leur répète « Les avions vont bombarder, restez bien à l'abri, ne sortez pas. Ici, on est protégés. » La dernière fois qu'ils nous ont bombardés, ils ont visé le kolkhoz et l'école à côté. Nous, on était dans la cour. On a entendu le bruit des avions. On n'a même pas eu le temps de se mettre à l'abri et soudain ça a explosé de partout. Il y avait des blessés. Il y avait des morts. Voilà comment c'est arrivé. Ma mère était malade et elle était restée dans la maison. Elle a 90 ans et par miracle elle a échappé à la mort. Ma femme était là. Elle a été tuée sur le coup par une bombe. Elle était juste là. Moi j'étais un peu plus loin avec ma fille. On a été sauvés parce qu'on s'était couché par terre. Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Je suis trop vieille pour cela. Je ne comprends rien à cette guerre. Les armes utilisées par les Russes sont redoutables pour les civils. La maison de cet octogénaire a été soufflée par une bombe à perforation de 200 kg. Il ne reste qu'un cratère.
Dès qu'on a entendu les avions arriver, on s'est mis à courir. Ça a été si vite qu'on n'a pas compris ce qui se passait. Bien sûr, les enfants ont eu très peur. Même nous, les adultes, on était à côté d'eux et on avait la peur au ventre. Leila, elle, n'a même plus la force de témoigner. Elle reste seule avec son grand-père devant les ruines de sa maison. 2 jours auparavant, une bombe a tué ses parents et sa grand-mère. L'autre méthode des Russes, c'est l'encerclement. Lorsqu'un village est suspecté d'activité résistante, on envoie les blindés, les hélicoptères et l'infanterie faire le siège. Généralement, les soldats laissent une route libre pour permettre l'évacuation de la population civile. Ismaël, avec femmes et enfants, a décidé de fuir les combats. Ils arrêtent toutes les voitures. On doit montrer nos papiers. Selon leur humeur, soit ils nous tuent, soit ils nous arrêtent, ou bien ils nous laissent partir. Parmi nous, il y a des enfants, il y a des vieux. On ne passe pas une nuit sans entendre le bruit du canon. Beaucoup de maisons sont déjà détruites. Grâce à Dieu, il y en a encore qui restent debout. Mais regardez, j'ai 5 petits-enfants. Ils savent déjà ce qu'est une grenade, un canon, une mitraillette. Ils connaissent parfaitement la puissance de feu d'un hélicoptère ou d'un avion. Vous croyez ça? Des enfants de 5 ans. Ismaël s'enfuit et il a raison. Car son village, Gorchkoye, est aujourd'hui dans l'œil du cyclone. Depuis plusieurs jours déjà, les troupes russes ont pris position autour de Gorchkoye et ont commencé à bombarder le village. Et la consigne est claire, on ne fait pas de cartes. Jusqu'à présent, les rebelles ont reculé face à la supériorité de nos forces. Mais il reste une poche de résistance d'environ une 60aine d'hommes. Ils se sont retranchés à l'intérieur du village et disposent d'un armement lourd, des mitrailleuses de gros calibre du 14-5. Quand on est arrivé l'autre jour, on a essuyé des tirs très violents. Alors moi, quand je vois que je commence à perdre mes hommes, quand on nous tire dessus avec des mitrailleuses lourdes et pas des fusils de chasse, alors à ce moment-là, je réagis en professionnel, comme un vrai militaire, et je ne fais plus de différence entre les civils et les combattants. Pour réduire Gorchkoye au silence, les Russes alignent une 50aine de blindés, 2000 hommes et un soutien d'artillerie. Côté tchétchène, en revanche, les forces sont beaucoup plus modestes. Le village est maintenant presque totalement déserté de sa population civile. La tension est extrême, car le prochain bombardement des Russes peut survenir à n'importe quel moment. Les défenseurs de Gorchkoye représentent une poignée d'hommes, à peine une 50aine. Tous sont volontaires et bénévoles. La plupart sont originaires de la région et n'ont pour seule expérience militaire que celle du terrain. Quant à leur armement, il va du fusil de chasse aux armes de guerre prises à l'ennemi. Embusqués dans leurs tranchées, ils s'apprêtent à faire face à une force 40 fois supérieure à la leur. Est-ce que tout est normal? Oui, tu peux venir. Sois le bienvenu. C'est comme si on attendait Hitler et ses nazis. Et on va se battre jusqu'au bout contre eux. Ils sont en face, tout près. Environ 5 à 600 mètres. Nous les attendons, mais ils n'apparaissent pas pour l'instant. Les garçons les attendent de pied ferme. On pense qu'ils ne vont pas tarder et on est prêt à se battre. Les garçons en question, les voici. Ce sont de vrais professionnels de la guerre, malgré leur moyenne d'âge qui n'excède pas les 19 ans. La plupart d'entre eux ont déjà participé au moins à une bonne dizaine de batailles. Bien sûr, on est prêt depuis le premier jour. Vous avez déjà tué des soldats russes? Sans doute, j'en ai tué, mais je suis jamais allé voir. Qu'est-ce que c'est que cette arme? C'est une arme contre les chars, contre les avions, contre les hélicoptères, contre l'infanterie. C'est la meilleure des armes tchétchènes.
Est-ce que vous avez peur de mourir? Non, on n'a pas peur, parce que nous savons comment mourir. C'est vrai ce que tu dis. Nous ignorons la peur, mais nous savons mourir. C'est une arme contre les blindés russes. Ça, c'est une nouvelle arme. C'est de la fabrication artisanale. C'est de la pure fabrication tchétchène. Et alors cette nouvelle arme, avec quoi elle est fabriquée? Ça, cher ami, c'est un secret militaire. Quand pensez-vous qu'aura lieu l'attaque? On ne sait pas exactement. Tiens, c'est passé au-dessus. Juste un coup de semonce. Il restera isolé. Le vrai bombardement, lui, aura lieu plus tard. L'attente se poursuit. La nuit est maintenant tombée. Les défenseurs de Gorchkoye nous ont fermement invités à quitter les lieux pour retourner au quartier général de la Résistance, situé à quelques kilomètres de là. Malgré le couvre-feu imposé par Moscou, le trajet se fait sans aucune discrétion en autobus. Tout le monde sait que la reprise des bombardements est imminente. Une question d'heure tout au plus. Les femmes sont mobilisées, prêtes à intervenir. En attendant, on prie, on parle, on chante, on danse. Nous faisons tout notre possible. Nous sommes catégoriquement contre cette guerre et contre le génocide déclenché par Eltsine. Par tous les moyens, nous essayons d'aider nos frères et nos fils. Celles qui le peuvent se battent avec les combattants. Quant aux autres, soit elles soignent les blessés, soit elles leur préparent à manger, soit elles réparent leurs vêtements. Bref, on fait tout ce qui est possible. 21 h, l'attente continue. Je pars pour une mission spéciale. Et est-ce qu'on peut savoir de quel genre de mission il s'agit? Non, désolé. C'est un secret militaire. Qu'Allah nous protège. « 22h15, le son du canon retentit au loin. L'artillerie russe commence son pilonnage. Gorchkoye, le lendemain matin. Le village est toujours aux mains de la résistance. Passage en revue des troupes sur la ligne de front. Faites attention, parce qu'ils sont juste en face. Saïdami, viens ici. Именно вот на этом участке один полк, а так дивизию они выдвинулись. Bonjour. Comment ça s'est passé cette nuit? Ça a été, ça s'est bien terminé. Сейчас пойдем туда. Il y avait eu un accord avec les représentants des forces d'occupation russes. Les Russes avaient assuré à la population qu'avant le 23 mars, il n'y aurait pas d'offensive ni de pilonnage d'artillerie. Mais comme d'habitude, ils n'ont pas tenu parole et ils ont commencé à bombarder dès le 19 mars au matin. Ce jour-là, ils ont fait beaucoup de victimes parmi les civils. Côté résistant,
Le bilan de la nuit s'élève à 1 mort et 3 blessés légers. Ils tirent à coups de canon sur ce drapeau, mais vous voyez, il est toujours là. En fait, ça fait 6 ans qu'ils essaient d'abattre notre République. Depuis le jour où nous avons pris notre indépendance. Les hommes se battent, le drapeau flotte au vent, et le dernier habitant de Gorjkoye, lui, ne comprend rien. Aslan, le berger, refuse envers et contre tout de quitter sa maison. Moi, je ne sais pas comment dire. Je ne suis qu'un paysan. J'ai travaillé toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et ils veulent me faire quitter ma maison. Alors ce qui se passe, ce qu'ils font, je suis incapable de vous l'expliquer. Je ne comprends vraiment rien à cette guerre. S'ils continuent comme ça, ils finiront tous par s'entretuer jusqu'au dernier. Il y avait combien d'habitants ici? À Gorjkoye, il y avait environ 100 familles, peut-être plus. Malgré lui, Aslan et ses moutons ont finalement dû déménager. Gorjkoye n'existe plus, le village a été rayé de la carte. Philippe Pichon, bonsoir. Bonsoir. D'abord, dans quelles conditions avez-vous tourné ce reportage et a-t-il été facile de s'introduire chez les Tchétchènes? C'est pas très facile déjà de s'introduire en Tchétchénie parce qu'il y a peu de moyens de communication, les avions n'existent pas, ne volaient pas à ce moment-là. Donc il a fallu passer par un pays frontalier pour s'introduire en Tchétchénie, en voiture, en contournant tous les postes russes qui refoulaient les journalistes à cette époque. C'était aux alentours du 6 mars, juste après la contre-offensive tchétchène. Et ensuite, pour s'introduire chez les Tchétchènes, ils sont très méfiants. Donc c'est des jours d'attente pour que les contacts se fassent et qu'ils prennent confiance. Alors, parce qu'ils pensent, je suppose, que vous êtes des espions russes. Oui, parce que c'est arrivé justement que les Russes prennent l'identité de journalistes français, qui plus est, pour s'introduire auprès de la résistance. Alors aujourd'hui, plusieurs semaines après la mort de Doudaïev, a-t-on la certitude qu'il a été tué volontairement par les Russes pour décapiter la résistance, en fait? Voilà. Il est vraisemblablement mort, c'est-à-dire que l'annonce a été faite par les chefs indépendantistes. Ceci étant, personne ne l'a vu mort, n'a vu son cadavre, aucun journaliste n'a pu le voir. Donc, et il a été a priori tué par les Russes, puisqu'il a été victime tout simplement de son téléphone portable par satellite. Mais là, il se pose peut-être une question, c'est que d'après les Tchétchènes, et bon, cela nécessite vérification, mais le moyen de détection des ondes satellites envoyées par un téléphone, ce ne sont que les Occidentaux qui ont ce système de détection. Donc, complicité occidentale, enfin c'est une rumeur. C'est une rumeur, ça reste à vérifier. Selon vous, rapidement, quelles seront les conséquences de ce conflit sur la future élection présidentielle russe qui va avoir lieu dans quelques semaines? Elles sont importantes, et notamment pour Yeltsin, qui peut y perdre sa place. Parce que ce conflit a été très médiatisé, notamment par une chaîne indépendante russe qui s'appelle NTV, et les Russes ont pris conscience de ce qui se passe de terrible là-bas, et à tel point que Yeltsin veut maintenant essayer de négocier avec les indépendantistes. Il va y arriver, vous croyez? Ça paraît très difficile parce que les indépendantistes veulent négocier directement avec le Kremlin, directement avec Yeltsin, notamment le remplaçant de Doudaïev. Et Yeltsin n'est pas prêt à négocier directement avec les indépendantistes. Alors, et en plus, la mort de Doudaïev, il faut savoir qu'il fédérait autour de lui l'ensemble de la résistance. Aujourd'hui, Doudaïev n'existe plus et la résistance risque de se séparer entre les radicaux et les modérés. Ça va être donc beaucoup plus difficile. Je crois qu'il faut rappeler, Philippe Pichon, le bilan de cette guerre terrible. Guerre terrible, vous l'avez dit, parce qu'elle a coûté la vie à près de entre 40 000 et 60 000 civils en Tchétchénie. Elle a coûté la vie officiellement à 10 000 soldats russes. Et la rumeur, aussi bien côté tchétchène que côté russe, indique un bilan catastrophique pour les Russes qui serait près de 70 000 victimes. 70 000 morts, comparable à l'Afghanistan? Un commandant d'unité russe qui avait servi en Afghanistan nous a dit sur place là-bas que c'était pire que l'Afghanistan. Philippe Pichon, merci. Merci. Le reportage que vous allez voir ou revoir a été diffusé il y a un peu plus